Écoutez, bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Luc Debert. Euh, j'ai en charge chez D-Link la gestion de la distribution à valeur ajoutée et du canal de partenaires, et étant entouré de 5 personnes sur le terrain. Pour certains d'entre vous, vous les connaissez, je l'espère. Et l'objectif aujourd'hui est de vous détailler une position, une offre autour des solutions de vidéoprotection à mettre en œuvre dans des commerces. L'idée étant simplement de manière très pratique de s'appuyer sur l'offre des links, de la détailler ici et comment la mettre en œuvre au sein d'un commerçant, chez un commerçant, et puis surtout quelles en sont les contraintes légales, quelles en sont les obligations légales et quels sont les outils par ailleurs de communication, les outils techniques et les outils commerciaux et marketing que D-Link mettra à votre disposition dans le cadre de cette typologie de clientèle. On est ici dans la première version, enfin en tout cas premier métier sur lequel nous faisons des communications un peu spécifiques. Nous allons le détailler à moyen terme autour de tout type de métier, tout corps de métier, de sorte de vous donner systématiquement une vue sur les problématiques rencontrées par des populations de clients bien déterminées, des hôpitaux, des cliniques, l'éducation nationale, l'industrie, les commerces ici, et de vous fournir un maximum d'outils qui vous permettent de discuter, et puis de petites clés qui vous permettent de discuter avec ces populations de clients et adapter votre discours à votre métier, à leur métier, pardon. Alors, la première étape est de se demander finalement quelles sont les différentes problématiques des commerçants d'une manière générale, et quel que soit le type de commerce, une bijouterie, un tabac-presse, un magasin de fringues, enfin peu importe le modèle finalement économique du commerçant, on cherche avec les solutions de vidéosurveillance, de vidéoprotection, de répondre à un certain nombre de problématiques inhérentes au métier du commerçant. Alors la première est finalement celle qui vient en tête immédiatement. La vidéosurveillance va vous servir et va servir aux clients à se prémunir autant que faire se peut des pertes et des vols, hein, c'est-à-dire dissuader au maximum des éventuelles euh, personnes mal intentionnées d'aller voler dans les étalages ou d'aller voler dans les stocks. On sait aujourd'hui que le vol et les pertes en stock pour un commerçant sont évidemment des causes de perte de profit, et elles peuvent être très importantes selon l'agencement du magasin. Et évidemment, la vidéoprotection a pour but d'empêcher ça, d'empêcher les vols et d'empêcher les vols à l'étalage. Ça, c'est évident. C'est évidemment quand on met en œuvre des caméras de vidéosurveillance. La première chose auquel le client pense, c'est je souhaite limiter mes pertes, je souhaite limiter les vols dans mon magasin. Euh, la deuxième chose qui est assez finalement triviale quand on parle de vidéosurveillance, c'est que l'objectif de la mise en œuvre de caméras chez un commerçant, c'est évidemment de renforcer la sécurité des biens et des personnes, dissuader les cambrioleurs. Ça, c'est une première chose, puisque à minima, même si ça n'empêchera pas tout, la vue de caméras de vidéosurveillance dissuadera une grande partie des personnes mal intentionnées de commettre un vol chez vous, et puis en plus enfin chez votre client, et comme en plus il y aura la panoptique adaptée, tout ira bien. Mais ça sert aussi, et il faut aussi le visualiser en tant que tel, à sécuriser l'environnement de travail pour les salariés du commerce. C'est relativement sécurisant de savoir que si on se fait agresser, une caméra est là. Alors évidemment, si on se fait agresser, c'est pas très marrant, mais sur le coup de l'émotion, on peut ne pas se souvenir ou ne pas être capable de décrire physiquement quelqu'un, la caméra sera là. On a aussi très souvent le cas, et ça arrive malheureusement beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, de, de clients qui accusent faussement des salariés d'un commerçant, des caissières ou des caissiers, d'avoir pas rendu la bonne monnaie, mais au-delà de ça, même de leur avoir volé quelque chose. On a eu le cas, et j'en parlerai tout à l'heure, pour
une étude de cas client d'un partenaire enfin d'un client qui s'est retrouvé dans la situation où une cliente du magasin a accusé une caissière d'avoir volé un appareil photo qu'elle avait posé sur le comptoir. Il s'est avéré que grâce à la relecture de la vidéosurveillance, la caissière a été très très rapidement innocentée, puisque elle n'y était absolument pour rien. Ça a sécurisé le personnel, et il s'est avéré qu'en fait, c'était la fille de la cliente qui, à un moment où la caissière était retournée, s'est jetée sur l'appareil et est sortie en courant du magasin. Ça grâce à la vidéosurveillance, au-delà de sécuriser les propres pertes et vols du magasin, ça répond aussi à une problématique de filouterie, hein, puisqu'on peut appeler ça comme ça, mais de sécurisation du personnel qui travaille dans le commerce. Évidemment, on va protéger aussi, hein, puisqu'on parle des biens, des zones à risque élevé, des stocks de médicaments, des stocks de vins et spiritueux, les zones d'encaissement, le stock arrière peu visible à partir des caisses, enfin, tout ce qui serait susceptible en tout cas d'attirer par ailleurs des personnes à aller voler. La troisième chose, alors ça paraît assez évident, mais on doit pouvoir montrer à un commerçant, d'une manière générale, que la vidéosurveillance n'est pas simplement utile à se protéger, à sécuriser, à visualiser des éventuels vols ou des éventuelles effractions, mais ça peut aussi servir à améliorer la satisfaction des clients. Alors, dans quel sens? De plusieurs natures. Déjà, vous allez sécuriser les parkings. Il n'est pas rare que, dans un certain nombre de cas, les parkings de commerce soient un peu excentrés ou en retrait de la boutique et pas forcément très bien éclairés par la rue le soir. Et le fait de sécuriser les parkings va de toute façon et immédiatement, au même titre que c'est dissuasif pour les cambrioleurs, c'est sécurisant pour les clients. Du point de vue du client, on va diminuer la crainte des vols. Elle sera toujours, enfin, on a toujours peur d'un pickpocket, mais on sait très bien que globalement, la vidéosurveillance, au-delà encore une fois de l'aspect dissuasif que ça peut avoir vis-à-vis des cambrioleurs, ça va aussi diminuer du point de vue du client la crainte de se faire voler dans le magasin par un pickpocket, mais aussi de se faire voler des éléments dans sa voiture. Et puis aussi, ça va permettre, et là c'est un usage un peu plus détourné, ça va permettre aux commerçants s'il est tout seul dans sa boutique ou s'ils sont deux à travailler et qu'ils n'ont pas le temps de le faire à la volée, de repérer très facilement avec un petit écran qui est posé sur le côté, les rayonnages vides, et ce qui est d'ailleurs le pire des cauchemars d'un commerçant, particulièrement quand ils sont un peu grands, je pense à des supermarchés par exemple, sont les files d'attente. Donc pouvoir d'un seul coup d'œil repérer des files d'attente trop importantes dans le magasin et très rapidement réouvrir une caisse. Ça permet dans les petites boutiques de repérer donc les rayonnages vides et ces rayonnages vides de pouvoir aller très rapidement les remplir. C'est une façon finalement pour le commerçant de garder un œil partout et d'éviter d'avoir des pertes de chiffre d'affaires simplement parce qu'à un moment dans le rayon yaourt, il n'y a plus les yaourts attendus par les clients ou sur les files d'attente, il y a trop de monde et s'il y a trop de monde, ça joue sur l'insatisfaction des clients qui seront susceptibles de se dire que la prochaine fois ils iront peut-être ailleurs. Le quatrième point qu'il faut pouvoir, sur lequel il faut pouvoir discuter, je pense, avec les commerçants d'une manière générale, c'est de se dire que la vidéosurveillance n'est pas seulement là a posteriori pour aller identifier quelqu'un, pour aller relire une vidéo en cas de vol ou en cas de perte, mais ça peut aussi servir à de l'analyse comportementale du comportement des clients au sein même de la boutique. On va pouvoir enregistrer, et on enregistre, puisque c'est le but de la vidéosurveillance, c'est d'évaluer le comportement des clients dans un rayon, face à une promo. On a mis en vitrine une promotion spécifique sur des vêtements. On se rend compte à la fin de la journée que le chiffre d'affaires était peut-être pas au rendez-vous. Par la relecture des enregistrements de vidéosurveillance, le commerçant va pouvoir voir si, ne serait-ce qu'à minima, cette promotion vue de l'extérieur sur sa vitrine a attiré l'œil. Mais on peut faire la même chose à l'intérieur. Des têtes de gondole ou des têtes de rayon qui seraient
avec un affichage promotionnel, savoir si finalement les clients se sont arrêtés devant, l'ont regardé, ont touché les produits ou s'ils sont intéressés ou pas du tout. Donc d'évaluer finalement la pertinence de campagnes promotionnelles. Euh, le premier critère, enfin en tout cas la première chose évidemment que regarde un commerçant de manière, quelle qu'en soit sa taille, de manière régulière ou à minima une fois par jour, c'est le chiffre de sa caisse. Et pourquoi le chiffre de la caisse est mauvais alors qu'on a établi une promotion qui nous paraissait agressive? Est-ce que cette promotion a attiré l'œil des clients ou non? Il n'a lui aucun moyen de le savoir. S'il n'utilise pas tous les moyens qui sont à sa disposition, hormis son chiffre en caisse, qui est de dire j'ai des caméras, je vais les utiliser. J'ai pas été cambriolé parce que je suis pas cambriolé tous les jours. Par contre, j'enregistre, donc autant les utiliser pour, quitte à faire une relecture ou une analyse, de se rendre compte et de voir le comportement des clients au rayonnage, le comportement des clients face à des campagnes promotionnelles, le comportement des clients face à une campagne en vitrine. Donc ce sont, je dirais, les quatre grandes thématiques qu'on peut avoir en œil et en tête, pardon, et qui sont les quatre problématiques, enfin en tout cas qui répondent à quatre problématiques majeures des commerçants, et on va se le garder en gimmick tout au long de la présentation. C'est on veut prévenir des pertes et des vols, on renforce la sécurité des biens et des personnes, donc du personnel du commerçant. On tend à améliorer la satisfaction des clients en limitant les files d'attente, en réapprovisionnant les rayons régulièrement, en sécurisant les parkings, en diminuant la crainte des vols. Et on va analyser aussi, on va détourner finalement l'usage de la vidéosurveillance en analyse comportementale des clients au sein de la boutique. Alors, on peut parler d'un exemple pratique à tout ça. On a ici modélisé un commerce X avec plusieurs zones d'encaissement, avec un rayonnage pas très fourni d'ailleurs, mais avec un rayonnage de vêtements, avec une zone d'entrepôt à l'arrière et puis un bureau pour pouvoir aller travailler tranquillement dans un arrière-bureau par ailleurs. Alors, l'objectif ici est finalement de répondre à ces quatre critères, à ces quatre contraintes, à ces quatre réponses qu'on veut apporter aux commerçants. Le premier, c'est évidemment d'être capable, avec des caméras de haute définition par exemple, de pouvoir contrôler parfaitement les allées et venues des clients dans les rayonnages. C'est-à-dire à la fois répondre aux problématiques de sécurisation du magasin et des rayons, mais aussi, et pas uniquement, mais aussi à pouvoir, après coup, étudier le comportement des clients au sein même de ces rayons et de voir ce qui a pu attirer l'œil ou non dans les rayonnages et de réagencer à la volée, dans la journée ou le lendemain. De positionner des caméras qui seraient face à une vitrine, par exemple. Je disais tout à l'heure qu'on peut tout à fait mettre en œuvre une campagne promotionnelle ou un affichage spécifique en vitrine, pouvoir regarder grâce à une caméra qui va gérer très facilement le contre-jour face à une vitrine, regarder et analyser le comportement des clients face à cette vitrine et se rendre compte si oui ou non finalement la campagne qui a été mise en œuvre ou l'affichage qui a été mis en œuvre rencontre du succès au moins visuellement. On va contrôler les entrées et sorties du bâtiment, enfin en tout cas du magasin. Pour ça, on a besoin de caméras qui soient étanches, solides, sécurisées, et puis qui répondent à, cette fois-là, on va plus parler de cambriolage, mais si une effraction vient à être commise, une caméra qui est capable de répondre à une certification qu'on appelle IK10, anti-vandalisme, ne serait-ce que pour au moins, avant d'être détruite, avoir eu le temps d'enregistrer un acte de vandalisme en vitrine ou sur une porte d'entrée. On va surveiller les alentours, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, ce qu'on évoquera tout à l'heure, avec une caméra extérieure, pourquoi pas avec des infrarouges, puisque le but est de sécuriser aussi de jour comme de nuit, et sécuriser un parking, et on en vient là à la satisfaction des clients, qui est de se dire, le parking est surveillé, ma voiture est en sécurité, et si quand bien même il venait à arriver quelque chose, je sais que le commerçant est en mesure de pouvoir étudier les enregistrements ou à des enregistrements qui permettront de retrouver la personne qui aurait commis un acte malveillant sur le parking du magasin. Évidemment, on va enregistrer tout ça avec un enregistreur qui s'installe simplement et facilement. Cet enregistreur qu'on mettra par exemple dans le bureau
du responsable du commerce, qui aura un accès direct en lecture, en visualisation dessus par un écran, ce qui permettra en temps réel, de pouvoir voir ce qui se passe dans son magasin. Et si ce commerçant ou ce patron a plusieurs boutiques, je pense par exemple à des réseaux de franchise, de pouvoir très simplement, grâce à MyDlink, se connecter ou avec un smartphone, une tablette, ou avec un ordinateur, se connecter sur le portail MyDlink et avoir une visualisation immédiate de tout ce qui se passe dans ces autres franchises, notamment, par exemple, de déterminer l'affluence en journée de ses différentes boutiques et voir si ça tourne avant même d'avoir des relevés de caisse, et de pouvoir aussi s'assurer que les magasins ouvrent à 9 heures, qu'à 9 heures la grille est bien levée et qu'il y a effectivement quelqu'un en boutique, et que la personne qui est attendue, si elle est seule dans cette boutique, est bien présente, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un arrêt maladie ou de quelqu'un qui aurait eu une panne de réveil. Donc de pouvoir finalement lui se rassurer sur le fait que ces différentes boutiques sont ouvertes et qu'à différentes périodes de la journée, l'affluence est au rendez-vous. Alors je parlais de MyDlink, j'en fais un rapide rappel. MyDlink est une solution idéale pour un enregistrement ou une interrogation à partir d'un smartphone, à partir d'une tablette ou à partir d'un ordinateur, qui est tout à fait adapté pour un commerce, puisque finalement on parle de 4 ou 5 caméras qui sont rattachées à un enregistreur, lui-même accroché à un compte MyDlink, ou eux-mêmes, puisqu'on peut très bien envisager l'adjonction de plusieurs enregistreurs rattachés à un même compte MyDlink, et de pouvoir, sur un seul accès, à partir de son téléphone, à partir d'un portail web, avoir une visualisation de l'ensemble du commerce ou de l'ensemble des commerces qui sont rattachés à ce compte MyDlink. C'est tout à fait suffisant pour lever le doute. On a reçu une alerte push sur son téléphone d'une caméra, on veut aller voir ce qui se passe très rapidement, on peut le faire très simplement grâce à MyDlink. Ça ne nécessite pas nécessairement de ressources matérielles, physiques en local, on n'est pas obligé d'avoir un enregistreur en local, puisque on peut aussi, sur toutes les caméras aujourd'hui, positionner des cartes SD ou micro SD pour enregistrer localement sur la caméra. Ça a des avantages et des inconvénients, mais on peut très bien le faire. Et c'est très simple à mettre en œuvre, notamment dans le cas du multisite. Dans le cas du multisite, puisque on va rattacher toutes ces caméras ou tous ces enregistreurs à un même compte MyDlink, et on va pouvoir interroger tout ça à distance, très simplement sur un même compte, en passant d'une caméra à une autre, d'un enregistreur à un autre. C'est un système qui est compatible avec toutes les caméras ou avec tous les périphériques d'une manière générale, dont la déclinaison se termine par un L, DCS 7010L, ou un enregistreur DNR 322L. Et ça permet une évolution, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne mettre que des caméras avec un enregistrement sur des cartes SD, et puis demain se dire, dans la mesure où on veut utiliser les enregistrements des caméras pour faire un peu d'analyse comportementale des clients, rajouter un enregistreur, et cet enregistreur est lui-même aussi accessible de l'extérieur ou de l'intérieur du commerce très facilement avec la solution MyDlink. J'en profite pour faire un rapide point sur l'enregistreur dont je vous parle, qui est le DNR 322L. Il est lui compatible MyDlink, donc on va pouvoir streamer les flux des caméras qui sont rattachées à ce NVR directement par un smartphone ou directement par l'application web ou le portail web MyDlink, et il permet d'y attacher jusqu'à 9 caméras en enregistrement. Les caméras attachables à cet enregistreur sont tout à la fois des caméras compatibles ou non avec MyDlink. Attention, je parle bien de caméras qui sont des caméras de la marque D-Link et uniquement de la marque D-Link, mais qui peuvent être ou non compatibles avec le système MyDlink. De sorte que j'ai besoin d'une caméra type DCS 7513 dont le nom ne termine pas par AL, donc qui n'est a priori pas compatible avec MyDlink. J'attache cette DCS 7513 à l'enregistreur, et je vais pouvoir streamer le flux de cette DCS 7513 par l'application MyDlink au travers de l'enregistreur directement.
Et puis surtout, grâce à cet enregistreur, on va exploser finalement le nombre de périphériques connectables sur un même compte MyD-Link, la limite étant de 99 périphériques par compte, ce qui est déjà énorme, mais grâce à ce NVR, on va finalement pouvoir positionner 99 NVR, ces 99 NVR ayant chacun au maximum jusqu'à 9 caméras connectables, c'est-à-dire que sur un même compte MyD-Link, pour un commerce ou pour un commerçant qui aurait un réseau de franchisés installé, il va pouvoir, sur un même compte, visionner jusqu'à près de 900 caméras de manière très simple et surtout gratuite, puisque le concept et le portail MyD-Link est entièrement gratuit et les applications sont toutes gratuites, sauf une qui est à 99 centimes d'euros. On s'est positionné des caméras, on a répondu à un certain nombre d'interrogations ou de contraintes vis-à-vis du commerçant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il souhaite en faire, sécuriser les biens, sécuriser les personnes, sécuriser les vols, pouvoir relire des enregistrements a posteriori sur une agression, pouvoir sécuriser ses clients et puis pouvoir analyser le comportement des clients. On s'est enregistré tout ça, on s'est y accéder de manière très simple à travers une application gratuite qui est MyD-Link sur un smartphone, sur une tablette ou sur un portail web, mais malgré tout, il faut quand même avoir en considération quelque chose qui est tout à fait important, particulièrement en France, qui sont les contraintes légales. À minima, évidemment, le commerçant devra mettre en place un affichage, un panneautique, pour signifier à ses clients, pour signifier à ses salariés et pour signifier au passage à d'éventuels cambrioleurs que la boutique est sous surveillance. Il existe différents cas. Est-ce qu'on installe moins de 8 caméras sur un site ou plus de 8 caméras sur un site? Et dans ces cas-là, on doit faire un certain nombre de déclarations préalables qui sont plus ou moins contraignantes, notamment des déclarations à la CNIL et ou des déclarations préfectorales. Si on installe un système de vidéosurveillance important, c'est-à-dire plus de 8 caméras, on va devoir fournir, en tout cas le client ou vous, installateur pour le compte du client, vous allez devoir fournir un schéma, un plan de masse d'installation des caméras, quelles sont les zones qui sont filmées pour que tout soit lisible, le nombre de caméras, leur positionnement, les zones de couverture, et le commerçant devra, en fonction de la nature qu'il exerce, est-ce que c'est un bijoutier ou est-ce que c'est un tabac presse ou est-ce que c'est un magasin de vêtements, pouvoir lister les risques potentiels qui existent sur son commerce et dire que finalement la vidéosurveillance répond à un certain nombre de contraintes de sécurité notamment, puisque c'est la première fonction ici, et d'estimer par exemple que la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance dans ce commerce pourrait faire chuter les vols de 20% à 5%, ne serait-ce que par l'effet dissuasif. Donc tout ça peut paraître assez contraignant, mais l'est finalement assez peu, on est plus dans une contrainte de déclaration. Pourquoi? Parce que simplement la préfecture doit pouvoir être alertée qu'une caméra peut éventuellement filmer ou enregistrer le trottoir devant le commerce, notamment si une agression a lieu devant ce commerce, que la gendarmerie puisse aller taper à la porte du commerçant et récupérer ou visualiser les enregistrements qui ont été pris par cette caméra. Dans la mesure où la préfecture le sait, la préfecture de police en est informée et la gendarmerie peut venir saisir entre guillemets les enregistrements. Le cas s'est déjà produit pour des links avec un magasin qui avait fait un certain nombre de déclarations avec notamment une caméra pour lesquelles, à ma grande surprise, ceci dit, ils avaient été autorisés à pointer vers une plage de manière très large. C'était sur le nord de la France. Il s'avère qu'il y a eu un drame malheureux avec une gamine sur cette plage et grâce à la vidéosurveillance mis en œuvre dans le magasin, la gendarmerie a pu saisir les enregistrements et a pu confondre les parents, ce qui n'aurait été pas possible ou en tout cas beaucoup plus compliqué sans la caméra et puis surtout sans la déclaration préfectorale. Tous ces enregistrements ont été illégaux et non confrontables à un tiers face à la justice.
Si vous voulez en savoir plus sur ces contraintes légales, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, que vous connaissez probablement si vous œuvrez déjà dans les métiers informatiques, notamment pour des déclarations de base de données par exemple, la CNIL a mis en œuvre des documentations qui sont très très bien faites, notamment les cas de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans un commerce et quelles sont les autorisations, les obligations, quelles sont les interdictions dans le cadre de la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans un commerce. C'est très très bien fait et je vous invite aussi à vous renvoyer vers le site du ministère de l'Intérieur qui détaille de manière très précise évidemment les interrogations, les obligations légales. Je vous rappelle qu'en France, la durée de conservation des enregistrements est limitée à 30 jours. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer 30 jours, hein, tout dépend de la déclaration qui sera faite à la CNIL et à la préfecture, mais elle est limitée à 30 jours. Dans certains cas très précis, il est possible de déroger à ces 30 jours, notamment quand, par exemple, le système de vidéosurveillance sert un système de facturation, un système de péage. Je pense, et on sort du cadre du commerce ici, à un cas qui s'est produit il y a quelques temps pour nous, à un entrepôt logistique qui stocke un certain nombre de camions à proximité de Calais avant de passer le Channel, et il s'avère que certains des camions ou des tracteurs pouvaient rester positionnés sur ce parking plus de 30 jours, parfois pour 45 jours ou parfois pour 2 mois. La facturation se faisant sur la lecture de plaques en entrée et en sortie en fonction du temps qui s'est écoulé entre l'entrée et la sortie du camion. Une dérogation a été accordée dans ce cas très précis pour conserver un enregistrement plus de 30 jours. On ne filme personne, on vient juste enregistrer une plaque et on a été autorisé à enregistrer cette plaque dans un délai supérieur. Globalement, les dérogations accordables sont quand même relativement limitées. Par ailleurs, vous recevrez un lien avec évidemment cette présentation et je vous ai joint dans ce lien un certain nombre d'outils qu'on va détailler juste après et je vous ai joint aussi le document de la CNIL en question pour que vous puissiez l'avoir directement en main chez vous. Je parlais d'un client avec un certain nombre d'exemples que j'ai cités par ailleurs. C'est un Intersport qui est en région lyonnaise, en tout cas une région de franchisé qui est en région lyonnaise, qui a décidé de passer de la vidéo analogique à la vidéo sur IP sur l'ensemble des sites du franchisé, en équipement d'abord à Lyon et en équipement sur l'ensemble des franchises qui constituent tenu par ce responsable. Il a ici été fait le choix d'un certain nombre de caméras pas nécessairement compatibles MyD-Link, mais qui sont toutes collées à un enregistreur DNR 322L, ce qui permet très simplement au responsable ici d'avoir un accès à toutes ces caméras, et je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir vérifier que les sites sont ouverts en temps et en heure, de pouvoir visualiser l'affluence par ailleurs, et en toute transparence, je vous montre là la citation du client par ailleurs suite à la première installation, qui était de dire qu'ils ont rencontré quelques problèmes. Et ces quelques problèmes, notamment en passant de l'analogique à l'IP, étaient inhérents à la fluidité des images et étaient inhérents notamment au paramétrage qu'il faut savoir mettre en œuvre au niveau des réseaux. Pourquoi? Parce que les flux de vidéosurveillance, et je vais rentrer un peu plus dans l'aspect technique, sont des flux qui nécessitent un certain nombre de volumétrie de bandes passantes disponibles sur le réseau. Et l'installateur et des lignes, on a tous les deux aidé à régler ça de manière beaucoup plus précise, hein, notamment la définition des caméras, la sécurisation de son réseau, pour retrouver avec de l'IP aujourd'hui la même fluidité que ce qu'on peut trouver ou attendre en analogique, mais avec des définitions et des qualités d'image qui sont absolument excellentes. Alors pour parler de l'offre, hein, parce que on a détaillé un peu finalement ce qu'attendaient les commerçants, je vous ai expliqué ce qu'on pouvait être amené à faire, quels sont les outils qui vous permettent de répondre à cet ensemble de problématiques, notamment avec les enregistreurs MyD-Link. Très simplement, hein, vous allez retrouver aujourd'hui chez D-Link un ensemble de caméras fixes, dômes,
motorisés, intérieurs, qui sont ici et que j'ai pris le temps ici de vous classifier par typologie de clients adressés. Donc celles qui sont qualifiées de SOO sont plus des caméras à destination du grand public, mais vous allez très vite monter sur des caméras accessibles sur de la TPE, PME ou dans des entreprises plus importantes, des caméras extérieures, fixes, intégrant pour la plupart quasiment systématiquement d'ailleurs des LED infrarouges, des caméras dôme extérieures avec les certifications IP66, IP67 ou IK10 pour l'anti-vandalisme et des caméras motorisées. Pour un certain nombre d'entre elles, quand il est fait mention entre parenthèses de deux caractères qui s'appellent BS, BS signifie que par exemple la DCS 6210 est accessible en standard mais aussi est accessible avec un dôme fumé. Répondant à une problématique simple qui est de cacher l'optique de la vue des cambrioleurs et notamment ils ne sont pas en mesure de savoir où est l'optique. C'est aussi intéressant sur des caméras motorisées puisque dans le cadre de patrouille, ce qui peut être fait quand les patrouilles sont fixes, c'est qu'un cambrioleur vient simplement repérer en amont les patrouilles des caméras et il suffit de le timer. Ici, en ne voyant pas l'optique, il est incapable de savoir où est orientée l'optique et comment se positionne la caméra. Le tout avec des enregistreurs qu'on appelle des NVR, Network Video Recorder, qui sont de trois types même maintenant, DNR 312L, 322L et 326, qui sont des formats de NAS, et un enregistreur all-in-one, le DNR à 6008P, qui est un peu moins adapté finalement aux petits commerçants, puisqu'il est peut-être un peu plus encombrant, un peu plus complexe finalement à paramétrer, et puis à des catégories de prix qui sont moins parlants sur des petits commerces. Il a cet avantage cependant d'intégrer un switch 8 ports PoE. On fournit de manière gratuite aussi avec l'ensemble de nos solutions, même si grâce à un NVR on peut s'en affranchir, le logiciel des ViewCam qui est offert avec chaque caméra, qui est compatible avec toutes les caméras D-Link, qui va permettre d'afficher jusqu'à 32 caméras, qui existe dans une version déclinable en français, qui intègre un certain nombre de fonctionnalités paramétrer toutes les caméras à partir d'une console, comme on pourrait le faire sur un NVR, d'enregistrer les vidéos, comme on peut le faire sur un NVR, de faire de la lecture différée, donc du playback, de déclencher une suite d'événements de manière intelligente en fonction des, des remontées des caméras, de pouvoir déterminer des zones de masquage, etc., qui est aussi très bien fait pour de la levée de doute ou sur des installations peut-être un peu plus complètes, qui nécessitent par contre un PC ou un serveur qui soit dédié en local, qui peut permettre de manager un pool de NVR à distance. Maintenant, encore une fois, grâce à l'application MyDlink, tout ça est un peu superflu, par contre qui est très consommateur de ressources sur un PC en local. C'est une solution qui est plutôt faite pour fonctionner en monosite, qui est un peu moins efficace qu'un enregistreur par l'application MyDlink en multisite. Évidemment, toutes les caméras D-Link sont compatibles OnVive, donc vous allez pouvoir les récupérer selon vos habitudes de travail sur un certain nombre d'outils logiciels tiers. Alors j'en cite quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, Camtrace, Ibou, Milestone, Citec, et ce de manière très très simple grâce au rapprochement qu'on a pu avoir avec ces différents éditeurs. On sort peut-être ici du cadre des commerçants, je pense notamment pour les solutions logicielles un peu plus haut de gamme. Ceci dit, pour un certain nombre d'entre eux, Ibou par exemple dispose d'une solution attachable à des systèmes d'encaissement qui sont tout à fait compatibles avec ce que j'ai pu vous présenter par ailleurs. On souhaite aussi vous mettre à disposition, au-delà de cette présentation, et vous les recevrez dans le lien de téléchargement en remerciement de votre participation aujourd'hui, un certain nombre d'outils marketing dédiés qui vont vous permettre de discuter ou de valoriser votre offre et de valoriser l'offre vis-à-vis de vos éventuels clients. Le premier, et ça il sera de toute façon utile d'une manière générale dans vos projets de vidéosurveillance, la liste n'est pas exhaustive mais elle est assez complète, c'est une checklist. Quels sont les questions finalement principales à poser à un client? Qu'est-ce qu'il souhaite surveiller? Pourquoi? En intérieur, en extérieur? Est-ce qu'il y a des éclairages, pas d'éclairage? Quand souhaite-t-il enregistrer? Combien de temps souhaite-t-il enregistrer? Est-ce qu'il y a déjà un réseau existant ou non? Enfin, qui vont permettre d'affiner finalement les questions et puis de manière très précise de relever les besoins du client avec lui, de sorte que après coup, parce qu'on s'imagine qu'avec de la vidéo on peut faire tout et n'importe quoi, si jamais le client dit oui mais j'aurais voulu faire ça, on va dire attendez, c'est pas ce qui est prévu au départ, on a établi ensemble un cahier des charges très précis avec une suite de questions
qui nous permettent, avec la solution qu'on vous a mis en œuvre, d'apporter des réponses en regard de ce que vous nous avez détaillé au départ. Si vous souhaitez faire telle ou telle action supplémentaire, attention, ça nécessitera l'adjonction d'une caméra, un disque dur plus gros, enfin peu importe, mais d'avoir face à votre client une définition la plus précise possible de ses attentes, parce que, et ça c'est vrai d'une manière générale pour n'importe quel projet de toute façon informatique, on imagine qu'on peut tout faire avec l'informatique et donc on peut tout faire avec de la vidéosurveillance sur IP, mais si on n'a pas déterminé avec son client en amont quelles sont ses attentes, quelles sont ses interrogations, qu'est-ce qu'il souhaite faire, on peut vite se retrouver avec des cas inextricables d'incompréhension avec le client qui sont des fois très difficiles à faire passer par ailleurs, a posteriori, si a priori on n'a pas déterminé avec lui tout ce qui était nécessaire de faire. On va vous mettre, et je vous mets aussi à disposition, un petit rappel très simple sur les modes de compression vidéo, notamment qu'est-ce que le MJPEG, le MPEG-4, le H.264, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, et surtout quels sont les impacts de l'usage de ces formats de compression vidéo dans le réseau et dans les éléments de stockage. Un guide d'installation complet qui est assez proche finalement de ce qu'on pourrait retrouver dans un commerce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Vous avez vu des petites icônes de caméra, on les reprend ici. Un switch PoE qui alimente un certain nombre de caméras avec un enregistreur 322L et quelles sont toutes les étapes d'installation de tous ces produits pour les faire fonctionner très facilement chez vos clients et gagner du temps. Ici, ça permet de s'affranchir des manuels d'installation de chacun des produits qui font très facilement 80 ou 90 pages, qui sont en anglais. Là, vous avez un document synthétique, mais suffisamment complet pour avoir un guide d'installation qui va vous aider à chaque fois que vous allez installer le même type finalement de projet, c'est-à-dire un petit switch PoE, un enregistreur et X caméras connectées à ce switch PoE ou à des ports non PoE, l'élément actif. Ça fait quelques pages, c'est très simple à mettre en œuvre et ça vous donne là aussi une checklist, mais cette fois la checklist d'installation. On vous envoie aussi, même si dans ce cadre-là, ce sera peut-être moins opportun, puisqu'on va très facilement faire peut-être un réseau à part pour la vidéosurveillance chez un commerçant, mais si tant est que vous soyez obligé de positionner des caméras sur un même réseau que le réseau IP du commerçant, avec les caisses, avec les PC, avec les imprimantes, il est important de savoir correctement paramétrer les VLAN pour isoler les caméras dans un environnement réseau sécurisé qui ne va pas les perturber et surtout qui ne perturbera pas le reste du réseau. Je disais tout à l'heure que les caméras de vidéosurveillance sur IP pouvaient avoir ou demander des contraintes en termes de bande passante et de débit sur le réseau qui peuvent être très importantes et surtout systématiques. On vous a détaillé comment sur les switches, les smart switch D-Link, comment mettre en place de manière automatique un VLAN qui est pré-provisionné dans les différents switches et quelles sont les étapes à respecter pour que les caméras soient mises automatiquement sur le VLAN et automatiquement avec les bons critères de paramétrage. Tout ça ayant pour but de vous sécuriser par la checklist, de bien comprendre les choix que vous devez faire sur les formats vidéo à mettre en œuvre chez les clients et de vous aider a priori et a posteriori dans les installations avec des guides synthétiques très simples et entièrement en français que vous pouvez avoir avec vous dans votre pour chacune de vos installations finalement, puisque même si vous changez de switch PoE, globalement les étapes resteront les mêmes, les interfaces seront assez proches. On vous mettra aussi à disposition dans quelques jours un guide complet sur 4 pages qui est là une vocation plus marketing pour que vous puissiez, alors vous en disposer en PDF ou en printing pour pouvoir les accompagner vos offres chez les clients directement. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune notion de prix. On donne cependant quelques indications aux commerçants en disant, vous voyez, on a mis en œuvre, c'est ce que je vous détaillais tout à l'heure, un exemple d'un commerce dans lequel il y a un certain nombre de caméras. Ces caméras qui répondent à un certain nombre de contraintes. En voici la liste. Voici ce que vous pouvez faire avec et les différentes étapes d'installation pour montrer finalement à ces clients utilisateurs finaux
que la solution sera assez simple à mettre en œuvre et sera assez rapide à mettre en œuvre, indépendamment des contraintes de tirer des câbles, et sera assez facile à piloter pour lui par ailleurs grâce aux solutions logicielles qu'on lui met à disposition. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur ça pour accompagner avec un document en 4 pages synthétique qui reprend aussi les contraintes légales, pouvoir accompagner vos propositions chez les clients directement. Ça faut nous laisser quelques jours, on est en train de le finaliser. Il n'y a aucune notion de prix, on peut tout à fait envisager de rajouter un petit macaron où vous viendrez coller votre logo et les coordonnées de votre société directement. C'est un outil marketing à votre endroit. Et puis je disais tout à l'heure que selon les contraintes de mise en œuvre de vidéosurveillance, si vous avez plus de 8 caméras installées chez un client, vous avez obligation, ou votre client a obligation de fournir un plan détaillé des caméras, de leurs enregistrements et en tout cas de la zone qui sera filmée par les dites caméras. Pour tous les partenaires des links, VIP+, peut-être que certains d'entre vous le sont déjà, nous mettons à disposition au travers d'un portail de partenariat, conditions d'accès à ce programme de partenariat à déterminer à discuter avec votre commercial régional, nous mettons en place un certain nombre d'outils, et dans ces outils, il existe un logiciel web qui s'appelle Surveillance Floor Planner, qui est gratuit et qui vous permet de réaliser justement cette étude de mise en place de caméras, d'implantation des caméras dans l'environnement de votre client et d'en extraire par la suite un document synthétique avec les plans, avec les caméras positionnées et avec leur zone de couverture qui va pouvoir être joint à votre proposition pour aller encore une fois rajouter de la valeur à ce que vous allez amener à votre client, mais qui va aussi pouvoir être joint aux différentes déclarations préfectorales que votre client sera dans l'obligation de faire. Comment ça se présente? Vous injectez à travers ce système un plan qui peut être en 3D ou qui peut être en 2D, plat. Sur ce plan, vous allez positionner vos caméras et les zones que vous voyez ici grisées ou en rouge sont simplement les zones de couverture des différentes caméras qui est établies, les zones qui sont établies pardon, en fonction des différents critères d'optique ou des différents critères de distance qu'on aura mis en œuvre dans chacune des caméras. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, pour chacune des caméras, affiner des réglages, déterminer quel est son aspect, 4 tiers, 16 neuvième, quels sont les réglages de l'optique, les angles de vue, comment la caméra est installée, à 2 mètres, à 3 mètres, à 6 mètres de hauteur, quelle est la distance à filmer, ou à quelle distance se trouve la scène que vous êtes en train de filmer, affiner tous ces réglages pour chacune des caméras en fonction des contraintes ou des possibilités de paramétrage de la caméra, et vous aurez en plus de ça une visualisation et une projection 3D de tous vos réglages directement sur l'outil. Par exemple, une DCS 6314, celle de gauche, qui serait positionnée à 2 mètres de hauteur avec une ouverture d'angle à 76 degrés. Elle est à 7 mètres de la scène à filmer. On va pouvoir voir une scène d'une largeur de 11 mètres sur 5 mètres de haut. Attention, sur le premier mètre, derrière l'optique de la caméra, on aura une zone morte. Et vous allez du coup pouvoir déterminer de manière très précise tout ce que vous allez filmer et enregistrer et quels sont les champs qui sont couverts par les caméras que vous allez positionner à 6 mètres, 7 mètres, 10 mètres, 3 mètres du champ que vous souhaitez filmer, en extraire tout ça sur un document PDF synthétique que vous allez pouvoir joindre à votre client et qui sera une valeur ajoutée pour votre offre et un prérequis nécessaire pour la déclaration préfectorale. Je vous rappelle, et pour conclure avec ce webinaire, que vous pouvez évidemment, et je vous enjoins à le faire, parce que c'est aussi ce qui fait une des caractéristiques et une des forces de D-Link, de pouvoir vous rapprocher des différents commerciaux régionaux que vous avez sur vos zones respectives. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous former, pour compléter tout ce qu'on a pu voir de manière très rapide aujourd'hui. Et puis, c'est avec eux que vous allez pouvoir déterminer
les conditions d'accès au programme de partenariat, la façon dont chacun d'eux travaille et les attentes mutuelles que vous avez d'un partenariat et que eux peuvent avoir d'un partenariat par ailleurs, et déterminer donc l'accès à ces différents outils. Surveillance Floor Planner en est un, il y en a d'autres tout à fait intéressants qui viendront compléter tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Pierre, comme Merci Luc. d'habitude, j'ai allègrement dépassé les 20 minutes.